Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, on va parler diabète avec Marine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos conversations précédentes sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Et pensez à vous abonner. Salut Marine. Salut Justine. Est-ce que ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va très bien. Je suis super contente de t'accueillir parce qu'en fait, on n'a pas encore fait de podcast sur le diabète alors qu'on se dit que c'est quand même pas la base mais que c'est plutôt courant. J'étais très étonnée aussi quand je t'ai envoyé le message. Et donc, je suis ravie que ce soit avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors oui, donc moi je suis Marine Chambereau. Je suis diététicienne depuis une dizaine d'années. Et mon parcours a été assez influencé par mon diabète, puisque du coup, je suis diabétique. À la base, je me destinais à faire de la psychologie criminelle. Et puis, on m'a expliqué gentiment qu'avec un diabète, on pouvait ni rentrer en police, ni rentrer en gendarmerie. Et donc, il fallait s'arrêter là. Et donc, voilà. Du coup, je me suis complètement réorientée après mes 3 années de droit. Et me voilà diététicienne et heureuse de l'être. Est-ce que tu t'es spécialisée dans le diabète dans tes prises en charge ? Alors oui, pas tout de suite. Il m'a fallu du temps déjà pour moi me gérer et apprendre à me connaître et à me connaître avec cette maladie. Mais oui, je dirais que ça fait 5-6 ans vraiment que je travaille sur le sujet avec mes petits patients. Et je suis très contente de transmettre tout ça et de partager ça avec eux. Donc toi, tu es diabétique de type 1. C'est ça. Est-ce que tu as des patients diabétiques de type 1 ? Alors, oui, mais très peu. C'est vraiment, très très peu. J'ai beaucoup de diabétiques de type 2. Parce que ces patients-là sont plutôt pris en charge à l'hôpital ? Alors, c'est la première raison, oui. Mais c'est aussi parce que la proportion par rapport à la population, elle est moindre. Il y a peu de diabétiques de type 1. Donc, du coup, on en retrouve moins en cabinet. Et effectivement, ils sont alpagués à l'hôpital et puis très bien suivis à l'hôpital. Alors, aujourd'hui, les hôpitaux ont un peu plus de mal à suivre la cadence, certainement. Donc, on commence à en retrouver en cabinet. Et c'est pas pour me déplaire. Ok. Alors, c'est quoi la différence entre diabète type 1 et type 2 ? C'est une très très bonne question. Parce que souvent, on se dit type 1, moins grave, ou type 2, plus grave, ou voilà. Dans la tête des gens, c'est souvent ça. Et en réalité, non, on est quand même face à 2 maladies totalement différentes. Bien que le résultat soit le même, mais le fonctionnement, c'est pas du tout la même chose. Le diabétique de type 2, le diabète de type 2, du coup, on l'appelle diabète gras, vulgairement. C'est un diabète un peu d'usure du corps. C'est-à-dire que une personne a fait surtravailler son corps pendant toute une vie. Et un jour, le corps dit non, ça fonctionne plus et donc n'arrive plus à gérer la glycémie, le sucre dans le sang, par différents mécanismes. C'est pour ça que c'est un diabète que l'on retrouve chez des personnes beaucoup plus âgées. Le diabète de type 1, lui, c'est une maladie auto-immune. Donc, un jour, par on ne sait quel mécanisme, en général, on nous dit choc émotionnel, on nous dit hérédité, on nous dit beaucoup de choses, mais en réalité, on ne sait pas vraiment. Les cellules de l'immunité se mettent à manger les cellules pancréatiques. Et donc, du coup, il n'y a plus de fabrication d'insuline. Et donc, du coup, il y a diabète. La glycémie s'élève et pour réguler, il y a des traitements. Donc, c'est vraiment 2 maladies différentes. Mais au final, on se retrouve avec une glycémie élevée, les mêmes risques, etc., etc., etc. La seule différence, c'est l'âge auquel on développe. Un diabète de type 1, c'est vraiment entre 0 et 18. Il y a des cas un peu plus tardifs, mais c'est très, très rare. Et puis, le diabète de type 2, c'est beaucoup plus vieux, quoique maintenant, on retrouve des diabétiques de type 2 vers l'âge de 30 ans. Et ça aussi fait poser question sur la gestion de l'hygiène de vie. Est-ce qu'un diabète de type 2 peut se transformer en diabète de type 1 ? Alors non. Non. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de passerelle de l'un à l'autre. Ce sont 2 maladies différentes. Et alors oui, 2 maladies avec lesquelles on vit jusqu'au bout, mais il n'y a pas de passage de l'un à l'autre. Par contre, on sait que le diabète gestationnel, on n'en a pas parlé, mais on peut en parler vite fait. Donc le diabète que l'on a quand on est enceinte, qui doit disparaître avec l'accouchement, augmente
le risque de développement de diabète de type 2. Chez l'enfant? Non, chez la maman. D'accord. On sait que quand la maman a eu un diabète gestationnel 1 fois, 2 fois, 3 fois, suivant le nombre de grossesses, plus ou moins, on surveille plus parce qu'on sait que cette chance est augmentée. Ok. Et chez l'enfant? Chez l'enfant, non. Ok. Chez l'enfant, non. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas de gène diabète, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Donc, on ne transmet pas un gène diabète. On a une hérédité, mais parce qu'on transmet des habitudes quotidiennes. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et je pense que quand on casse un peu ce cercle-là et qu'on donne de nouvelles clés dans certaines familles, on peut échapper à l'hérédité du diabète. Alors après, il y a toujours des terrains, c'est certain. Mais dans la majorité des cas, une bonne hygiène de vie et on règle le problème, entre guillemets, ouais. Est-ce que tu as l'impression que dans la tête des patients, c'est aussi pas très clair la différence entre type 1, type 2? C'est clair dans la tête de personne. Voilà. Voilà. Pour moi, ça, c'est un véritable souci au quotidien parce qu'effectivement, c'est pas clair dans la tête des patients, mais c'est pas clair dans la tête des patients parce que c'est pas clair dans la tête des gens qui donnent les informations. Donc dans le corps médical, tu veux dire? C'est ça. On a une maladie hyper commune. Aujourd'hui, tout le monde connaît un diabétique, qu'il soit de type 1 ou de type 2. On a tous papy ou mamie diabétique ou grand-tante diabétique, etc. Mais voilà, on ne nous donne pas des informations plus que ça, donc c'est clair dans la tête de personne. Mais je te pose la question parce que souvent, moi, dans mes consultes, je demande justement s'il y a des antécédents et tout ça. Et souvent, ça arrive que mes patients écrivent diabète chez la maman ou chez le papa. Et quand je pose la question, ils me disent « je sais pas ». Ouais. Et pareil, sur les réseaux, tu sais, comme on partage des recettes, parfois on nous demande « est-ce que ces recettes sont adaptées pour les diabétiques ?» Alors, c'est vrai que parfois, je pose la question aussi « c'est quel type de diabète ?» Et en fait, non, même les patients, je ne suis pas certaine qu'ils savent expliquer, quoi. Déjà, quand on découvre un diabète, à l'hôpital, il y a des tests qui sont faits, des tests sanguins, etc. Et le retour, soit on l'a, mais on ne l'entend pas parce que parfois le choc est un peu grand. Soit on ne l'a pas. Mais en réalité, ils sont censés déterminer le type de diabète et donc donner aux patients cette information. Après, est-ce que parfois ça passe un peu à la trappe ou est-ce que parfois ça demanderait de revenir sur le sujet? Ce serait bien, certainement. Et tu soulèves ce problème et moi j'en soulève un autre qui en découle. J'ai beaucoup de personnes en consultation avec des diabètes de type 2 qui viennent me voir et qui viennent me voir avec l'espoir qu'on leur enlève le diabète. Ils n'ont pas conscience que c'est une maladie qui est là. Donc on peut effectivement la contrôler, mais on ne peut pas la supprimer. On ne peut pas dire demain vous n'êtes plus malade. Ça n'existe pas. Et je pense que c'est parce que c'est un manque de communication avec le corps médical. Et est-ce que chez les patients qui sont pré-diabétiques, est-ce qu'il y a ce retour en arrière qui est possible? Est-ce qu'on peut ne plus être pré-diabétique et donc ne pas devenir diabétique? Alors, oui, mais non. Je pense qu'on peut repousser le temps. Ouais. On peut repousser le temps. On sait qu'il y a une anomalie avec le prédiabète, différents indices. On sait que cette personne est plus susceptible, effectivement, de développer cette maladie et du coup d'avoir des anomalies sanguines de régulation de la glycémie. Mais avec une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, on peut effectivement repousser le temps, mais repousser le temps longtemps. Mais par contre, c'est là. On ne peut pas dire, ça y est, tout va mieux, je ferme les yeux et puis je recommence à retrouver mon rythme de vie d'avant qui n'était pas forcément le bon. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que c'est là et qu'il faut faire super attention à son hygiène de vie. C'est une alerte. Voilà, c'est une alerte. C'est une alerte. Mais on peut retrouver, quand on est prédiabétique, on peut retrouver une glycémie. Des normes, tout à fait. Ouais. Ok, mais je comprends. C'est pas parce que notre glycémie est redevenue normale qu'on peut
reprendre les habitudes qu'on avait avant. C'est un peu, et je pense que tu dois y être confronté quand on fait un interrogatoire au début d'une consultation et qu'on demande avez-vous des antécédents médicaux, avez-vous des maladies, etc., diabète, cholestérol, hypertension. J'en ai beaucoup qui me répondent non. Et puis quand je repose la question une seconde fois en disant vous prenez des traitements pour quelque chose? Et en fait, du fait qu'il y ait une normalité atteinte sur les bilans sanguins, ces personnes-là ne sont plus malades. Oui. Non, c'est là. Faut pas l'oublier. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça demande une attention de tous les jours malgré tout. Ok. Comment on arrive à diagnostiquer un diabète de type 1? Alors, il y a des grands symptômes. On peut pas passer à travers ces symptômes. Le plus grand étant la soif. La soif intense. Alors pour ma part, et vu le nombre de personnes avec qui j'ai discuté, c'est quand même quasiment tout le temps le cas. On passe d'environ 1 litre d'eau par jour à entre 5 et 10 litres. Donc on peut pas passer à côté. Ça, c'est vraiment le premier symptôme. Et donc, je te coupe, excuse-moi, mais on en parlait tout à l'heure. Oui. Tu expliquais qu'au-delà de la sensation de soif qui était archi présente, tu as aussi parce que on a, je pense, tous connu une sensation de soif vraiment intense. Ouais. Voilà, moi, je cours, donc il y a des fois, je suis partie sans eau, grosse erreur, qu'il faisait chaud. T'es desséché, c'est insupportable. Ton cerveau ne pense qu'à de l'eau. Même s'il y a des petites feuilles, ça m'est arrivé parce que des petites feuilles sur des gouttes d'eau, t'as envie de lécher la feuille, quoi. On réfléchirait même à boire de l'eau de mer. Oui, non, tout à fait. Donc ça, je connais, mais t'expliquais tout à l'heure qu'au-delà de cette sensation, c'est aussi le fait que quand tu bois, tu ne te sens pas du tout désaltéré. C'est bien ce que j'ai compris. En fait, c'est cette sensation-là, mais qui ne s'arrête jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, on a beau boire, il n'y a rien qui se passe, on ne règle pas le problème. Hein. Donc, et tu buvais genre 1 demi-litre d'un coup Oui, je me souviens en cours, pendant que la professeure de bio avait le dos tourné, de remplir ma bouteille d'eau discrètement dans les robinets qu'il y a sur les paillasses et de boire discrètement. Mais à un moment donné, ça peut plus passer inaperçu parce que quand on boit 10 litres d'eau par jour, on fait pipi 10 litres d'eau par jour. Donc voilà, c'est un cercle interminable. Donc toi, ça t'a mis la puce à l'oreille Tout de suite. Tout de suite. Et puis au-delà de ça, on perd énormément de poids rapidement. Ça, c'est vraiment le deuxième symptôme. Mais c'est moins traumatisant que la soif. La soif, on a vraiment peur, même là aujourd'hui, 15 ans après, de retrouver cette sensation-là. Voilà. Okay. La soif, la fatigue, la perte de poids, ce sont vraiment des choses qui sont classiques dans la découverte d'un diabète de type 1, qu'on retrouve moins dans le diabète de type 2. Voilà. Justement, j'allais te demander le diagnostic d'un diabète de type 2. Et du coup, c'est très silencieux et du coup, on peut se retrouver vite dans le piège pendant des années, si on ne fait pas d'analyse plus que ça, d'avoir quelque chose qui traîne, et puis ça fait des dégâts. Donc vraiment, le diabète de type 2 est très sournois à ce niveau-là. Ok, donc premier marqueur, la glycémie. La glycémie à jeun. D'ailleurs, moindre test sanguin, c'est la première chose que l'on demande. Une glycémie à jeun, et donc du coup, ça nous met la puce à l'oreille assez rapidement. Après, il y a l'hémoglobine glyquée. Donc, tu peux expliquer ce qu'est l'hémoglobine glyquée ? Alors, l'hémoglobine glyquée, pour faire simple, c'est le reflet des glycémies sur 3 mois. C'est un pourcentage. Quand il se situe aux alentours de 5,5-6%, on est dans une norme. Au-delà, on sait qu'il y a des anomalies au niveau de la glycémie plusieurs fois et pendant longtemps, tous les jours. Et donc, du coup, là, on pousse un peu plus les recherches. Donc, glycémie à jeun, si on se rend compte qu'elle est haute, hémoglobine glyquée, est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Alors, d'autres symptômes, non. Par contre, d'autres marqueurs sanguins, oui. Okay. Il y en a un que je vois de plus en plus en consultation quand ils viennent avec leur prise de sang, et ça me fait extrêmement plaisir parce que pour le coup, ça nous permet de prendre vraiment en amont. C'est le fameux prédiabète, quoi. Avoir des gens qui viennent avec une prise en charge, une demande de prise en charge pour un prédiabète, et puis juste une glycémie à jeun qui est légèrement surélevée, bon. Là, on a un truc qui s'appelle l'indice de HOMA. H-O-M-A. C'est génial. Ça nous permet, en fait, de mesurer la résistance à l'insuline.
Donc parfois, la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée, elles sont parfaites parce que le corps met en place plein de mécanismes pour maintenir cette homéostasie qui nous permet de vivre. Mais derrière, il y a des anomalies, dont des résistances à l'insuline. Et donc là, on sait qu'il y a un danger. Donc c'est très intéressant pour moi d'avoir ça quand je reçois les gens en consultation. Ok, et est-ce qu'on arrive facilement à l'avoir sur une prise de sang ? Ça dépend des médecins. Déjà, il faut avoir un rendez-vous chez le médecin. Déjà. Oui, ça dépend des médecins. Et je remarque que c'est souvent les endocrinos qui le prescrivent facilement et les sages-femmes. Ok. J'ai pas mal de sages-femmes qui prescrivent. Pourquoi ? Parce que y a beaucoup de femmes qui vont les voir en disant j'ai du poids en trop et j'arrive pas à le perdre. Et ça peut être aussi une explication de la difficulté à perdre du poids. Et donc du coup, je me retrouve avec ce genre de choses sur les prises de sang. Ok. Donc une glycémie à jeun normale, une hémoglobine glyquée dans les normes, mais un indice de HOMA un peu surélevé. C'est déjà un signe finalement, alors pas de diabète type 2, mais d'un prédiabète possible ? Tout à fait. Alors quand tu expliquais entre les différents diabètes, tu disais que c'était un peu différent, mais que ça se rassemblait. Quand même, la prise en charge, elle est... Enfin, pas du tout la même, non. Elle est quand même différente, même si, encore une fois, je pense que tu vas me dire qu'il y a des choses qui se recoupent. Mais quand on est diabétique de type 1, on passe quand même tout de suite sur un niveau de prise en charge qui est quand même plus important. En tout cas, j'ai l'impression, avec tester sa glycémie, être quand même sujet aux hypos, aux hyper. Tu confirmes ? Oui. Le diabète de type 1, il est incertain. Il est surprenant. Il est parfois ingérable. Et il faut l'accepter. Donc effectivement, au niveau de la prise en charge, c'est un gros travail qui a à faire avec le patient pour l'emmener en fait à se connaître le mieux possible. Parce que le petit stress je dois courir le matin pour avoir mon train peut avoir un impact, la température extérieure, le moindre rhume, etc. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage long. Et ce qui rend du coup le diabète de type 1 beaucoup plus instable. Dans le diabète de type 2, on peut... comment dire ? C'est moins incertain. Il y a moins d'hypoglycémie, il y a moins d'hyperglycémie. Quand le traitement est adapté au patient, on a moins de soucis à ce niveau-là. Et donc, la personne risque moins sa vie, en tout cas de manière imminente. Ce qui nous laisse beaucoup plus de temps pour pouvoir travailler en profondeur en réalité, parce qu'il n'y a pas de danger imminent. Ouais, le diabète de type 1, t'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. Non. T'as pas trop le droit à l'erreur. Mais en même temps, un diabétique de type 1, peut-être qu'au niveau alimentaire, va pouvoir s'autoriser certaines choses que normalement le diabétique de type 2, non. Par rapport à l'insuline ? Exactement. Parce que du coup, le traitement permet le fait de réguler les doses en fonction de ce qu'on mange, avec de l'insulinothérapie fonctionnelle, alors que dans le diabète de type 2, pas du tout. Ça demande une régularité, le diabète de type 2. Une très grande régularité. C'est pas les mêmes attentes, effectivement, pour les deux. Est-ce qu'il y a la mise en place d'un traitement immédiat lorsqu'on est diabétique de type 1 et diabétique de type 2 ? Alors, diabète de type 1, oui, c'est une obligation parce que la glycémie n'ayant plus d'insuline personnelle, il faut bien en mettre d'une manière ou d'une autre pour pouvoir venir réguler la glycémie. Donc ça, c'est vraiment une obligation. Et qu'est-ce qu'on a en tout premier alors ? De l'insuline, par injection. Par injection, oui. Voilà. Les protocoles... En général, il y a plusieurs types d'insuline, mais la plupart du temps, on commence avec des insulines lentes qui ont une efficacité sur 24 heures, qui permettent en fait de faire une basale, donc vraiment une glycémie de base très stable. Et après, on a des insulines rapides qui viennent pour faire des bolus lors des repas. Ça, c'est vraiment le traitement de base. Après, il existe plein de nuances, plein de matériel, et plus on avance dans le temps, et plus on a des choses sophistiquées qui sont hyper intéressantes dans le quotidien et dans le fait d'être beaucoup plus à l'aise avec tout ça, confortable. Le diabète de type 2, c'est encore une fois différent.
Mais oui, quand il y a un diabète de type 2 avéré, de toute façon, il y a un traitement mis en place tout de suite. C'est souvent un traitement médicamenteux, pas de l'insuline, en tout cas pas tout de suite. Et pareil, il y a quelques mois en général pour pouvoir trouver le bon dosage. Bon, on parle beaucoup de glycémie, c'est un peu au cœur de la pathologie. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance-là qu'on voit un petit peu maintenant, un peu partout, de l'IGBA? C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, c'est comme tous les régimes un peu à la mode. Ça fonctionne. Tous les régimes fonctionnent. On enlève quelque chose, évidemment, on perd du poids ou on régule les choses. Ça fonctionne. Encore une fois, il y a des choses intéressantes un peu dans tous ces régimes. Le tout, c'est encore une fois de ne pas pousser les choses à l'extrême. Ah oui, toi, tu penses que IGBA, tu vois comme ça, comme un régime plutôt? Il y en a qui le poussent à l'extrême, Ah ouais, oui. d'accord. Pour moi, c'est vraiment... Le principe, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'utilise moi dans mon quotidien et avec mes patients. Par contre, le pousser à l'extrême, faire preuve de rigidité. Ok, IGBA, bon... je vais prendre des choses beaucoup plus riches en fibres pour faire diminuer l'index glycémique, tout ça. Mais je vais surtout pas aller prendre la petite pâtisserie qui me fera plaisir de temps en temps. Là, je suis pas d'accord. Donc l'IGBA, oui, 1000%. Je trouve ça très intéressant. Par contre, pousser à l'extrême et ne pas se laisser de porte ouverte au petit plaisir, là, je suis pas d'accord. Et tu sais, est-ce que tu trouves pas qu'il y a des dérives, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas, moi, c'est ce que je remarque, parce que comme je te disais, on publie quand même pas mal de recettes sur les réseaux, et donc très souvent, on me dit, mais est-ce que cette recette, elle est IGBA? Et j'essaye vraiment, tout le temps dans mes publications, j'essaye de transmettre. Et c'est vrai que cette notion d'index glycémique, moi, me pose un peu problème, parce que du coup, j'ai l'impression que les gens ne s'autorisent plus forcément à manger des pâtes blanches classiques, parce qu'ils vont se dire, non, l'index glycémique des pâtes sera trop haut. Et en fait, moi, j'ai tendance à dire, alors c'est pas que l'index glycémique, c'est la charge glycémique, c'est la quantité de ce que vous allez mettre dans votre assiette qui va être importante. Et peut-être que c'est mieux d'avoir une portion de protéines, une portion raisonnable de pâtes blanches avec une belle portion de légumes. Finalement, la charge glycémique sera peut-être plus basse que si vous avez un morceau de viande avec blinde de pâtes complètes. Et donc, c'est là que je trouve que, encore une fois, ça manque, en tout cas dans l'esprit, on va dire, populaire des gens, la notion d'index glycémique qui est, pour moi, atteint vite sa limite, quoi. Je sais pas ce que toi tu en penses, et tu dois le voir en consulte aussi, j'imagine. Oui, alors ça atteint sa limite, mais en même temps, c'est quelque chose d'accessible pour le commun des mortels. Je suis pas certaine que la notion de charge glycémique soit facile à transmettre au grand public. Okay. Alors peut-être chez un diabète de type 1, chez une personne atteinte de diabète de type 1, parce qu'elle a une grande notion déjà, ne serait-ce que de la quantité de glucides, de la répartition entre sucre et amidon, etc. dans son assiette, entre la quantité, l'habillage de ces glucides, etc. Donc ça, oui. Après... au grand public, pour tout le monde, je trouve que c'est s'attaquer à une montagne et que déjà l'index glycémique, c'est bien. Après, voilà, encore une fois, effectivement, toute la journée, je pousse les gens à habiller leur assiette, et ça, c'est une des super notions qui est transmise par cette fameuse vague d'utilisation de l'index glycémique. Effectivement, le fait de manger des pâtes, ça fait toujours plaisir de manger des pâtes, mais de les habiller avec des fibres, des légumes, avec une protéine, avec des bonnes matières grasses, bien sûr. C'est marrant que tu utilises ce terme habiller, c'est intéressant. Je pense que ça doit parler, en fait. Tu dis j'habille mes glucides, finalement. C'est ça. Autre chose. Ouais, ok. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Je les customise, je les rends plus intéressants et nutritionnellement, et aussi au niveau du goût. C'est trop important d'avoir du plaisir dans le fait de manger, surtout quand on est soumis à certaines règles pour pouvoir réguler notre santé. Si on perd le plaisir derrière de manger, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Mais est-ce que finalement, toutes les recettes qui contiennent des protéines, des féculents, des légumes sont pas IGBA? Bien sûr. Ça, c'est ce qui est de plus difficile à faire comprendre aux gens qui se penchent un peu sur la question. Mais oui, c'est ça.
Leur faire comprendre que c'est pas l'aliment en lui-même qui fait qu'ils mangent un repas IGBA, mais que c'est tout ce qu'il y a autour et que c'est l'assemblage de ces aliments qui fait que tout se passe bien. Ça, c'est vraiment notre gros travail. Ouais. Et dans un monde idéal, que ce soit un diabétique ou non, on devrait tous manger de cette manière-là. Et c'est la meilleure des préventions. Toi, tu abordes la notion d'index glycémique avec tes patients. Je parle alors tes patients en règle générale, de toute manière. Ouais. Et tes patients diabétiques, est-ce que tu vas un peu plus loin? Alors, tu essayes d'aller dans charge glycémique, tout ça. Là, pour tes patients diabétiques, tu quantifies? Alors, oui et non. Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Ok. Je passe beaucoup de temps à évaluer déjà les connaissances et la capacité aussi de compréhension et l'envie. Parce que si on s'acharne sur une personne, à lui balancer des chiffres, on va la perdre. Si la personne, elle est psychologiquement, peut-être, elle vient d'apprendre qu'elle est diabétique, elle est un peu déboussolée, etc. C'est peut-être... Déjà, on pose les bases. Qu'est-ce qu'un repas équilibré? D'accord. Donc, tu commences par là. Ouais. Un repas équilibré, t'expliques protéines, féculents... Exactement. Légumes. Le travail aussi au niveau du grignotage. Aujourd'hui, c'est la maladie du siècle. On a tellement de choses à disposition qu'on grignote. Ils se rendent même pas compte que certaines boissons sont assimilées à du grignotage. Donc vraiment, il y a un gros travail là-dessus. Après, oui, dans un second temps, on parle d'index glycémique, on parle de charge glycémique, on parle de tout ça, oui. Et de quantité. Alors, tu parles même pas forcément de quantité, alors, au départ? Rarement. Rarement, parce que, encore une fois, les variations de glycémie peuvent aussi engendrer de la faim, plus que de raison. Et il faut du temps pour pouvoir réguler ça. Et j'ai pas envie, en tout cas moi, je sais que j'ai détesté ça, qu'on m'impose des quantités et qu'on me dise ça c'est la bonne quantité pour vous. Mais quelle frustration, mon Dieu! Je sortais des repas, j'avais faim 2 heures après. Non, j'ai appris à gérer mes quantités, mes envies et mes traitements en relation. Okay. Et c'est ça que je veux apprendre aux gens. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec aussi beaucoup en IETP, l'insulinothérapie fonctionnelle. C'est vraiment ce travail-là. Ok. Et je parle à toi, Marine, qui est quelqu'un de raisonnable. On imagine qu'on a un patient qui, je vais pas utiliser le mot raisonnable, parce que voilà, mais en tout cas qui n'a pas de notion nutritionnelle spécifique, qui ne sait pas ce qu'est une quantité adaptée. Oui. Parce que, alors ça, il faut quand même, c'est pas très bien vu de le dire, mais ça existe des gens, et c'est pas du tout un jugement de ma part, des gens qui ne savent pas composer une assiette équilibrée et qui pensent que jambon-pâte, c'est un repas équilibré. Et encore une fois, si c'est une fois de temps en temps, j'ai aucun problème avec ça. C'est forcément si ça se répète. Et c'est vraiment une question, hein, mais s'il n'y a pas une notion de quantité au départ, finalement, est-ce qu'on va réussir à rééquilibrer les choses? Alors, quand je dis pas de quantité, je ne donne pas un grammage, par exemple, de féculents. D'accord. Par contre, un rapport de force dans ce qui se passe dans l'assiette, oui. Donc, c'est-à-dire un rapport... Au moins le double de légumes par rapport à la quantité de féculents. Je passe beaucoup de temps à leur expliquer ce qu'est un féculent, ce qu'est un légume, parce que parfois, il y a des frontières qui sont pas très claires. Et ensuite, je leur explique aussi beaucoup la qualité des féculents qu'ils ont dans leur assiette. Et donc, les fameuses pâtes blanches dont on parlait tout à l'heure, qui sont beaucoup moins riches en fibres que, par exemple, des lentilles, je leur explique qu'il leur faut des fibres de qualité qui ont une force assez intéressante pour pouvoir justement venir tamponner la glycémie du fait des pâtes blanches. Donc, d'utiliser plutôt du cru, qui va être beaucoup plus efficace dans la régulation de la glycémie. Voilà, je travaille de cette manière-là, en tout cas. Forcément, à un moment donné, on va venir à parler quantité. Mais il faut évaluer les envies et les besoins de chacun. Ouais, on individualise, on personnalise. C'est ça. Ouais. Et à l'hôpital, ils s'occupent de fait de dire, vous mangez tant de féculents, donc dedans, il y a tant de glucides, et donc on convertit ce tant en quantité d'insuline. Mm-hmm. Ça, c'est l'hôpital qui le gère. D'accord. Donc, à partir du moment où ils ont leur quantité et ils ont leur conversion en insuline, moi, derrière, le travail, c'est
comment dire, de leur expliquer plutôt qualitativement ce qu'ils mangent, comment ça... Et que ça s'intègre dans leur vie quotidienne, qu'ils puissent avoir une vie plutôt ordinaire. Exactement. Parce qu'à l'hôpital, on va pas leur dire le flan du dessert qui vous fait plaisir, lui, c'est comme ça que ça se passe. Non, ça c'est mon boulot pour le coup, je le fais. Oui, parce qu'au départ, peut-être que je dis une bêtise, tu me diras, mais au départ, quand on apprend la maladie, c'est quand même une question super importante, cette notion de quantité. Enfin, j'imagine dans la gestion de la maladie au début, non ? Oui. Au début, on a vraiment peur de toujours faire trop. Donc, on est pendu à notre glycémie. Et puis, on observe. Il y a des années d'observation pour pouvoir identifier ce qui est le plus intéressant pour nous ou pas. Ça, c'est vraiment... de toute façon, je dis, sur une maladie chronique, quelle qu'elle soit, une dizaine d'années pour apprendre à se connaître, c'est ce qu'il faut, en fait. C'est ce qu'il faut. Et donc, oui, il y a une notion de quantité. Mais ça, un diabète de type 1, il le sait. Il va faire l'erreur 2 fois, pas 3. Parce que ça coûte trop cher. Oui. Oui, on a soif après et c'est pas agréable du tout. Donc du coup, on se régule. Le diabète de type 2, c'est beaucoup plus compliqué. Là, c'est là que va intervenir plutôt ces notions de quantité et de régulation. Je reviens juste sur le diabète de type 1. Donc, on parlait de quantité. Et donc, ce que tu expliquais aussi au début, là, c'est qu'en fonction de ce que tu vas t'injecter en insuline, tu peux te permettre la petite pâtisserie. Et donc, allez, on imagine, tu es au resto avec les copains, tu veux boire un petit verre, tu veux manger un dessert. Tu vas agir en amont sur ta glycémie, alors c'est ça, sur ton insuline. J'ai pas le droit de le dire, c'est pas bien de le dire, mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais dans la vraie vie, Dans la vraie vie, la vie courante, oui, effectivement. On sait que tel ou tel aliment va provoquer telle ou telle chose sur la glycémie. Et donc, du coup, on fait en fonction de pareil, un repas qui dure dans le temps. Là, on approche des fêtes, donc le repas de Noël. En tout cas, pour ma part, je découpe mon injection en 2 ou en 3. Pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de stable. Ce qui n'est pas obligatoire lorsqu'on a une pompe à insuline. Moi, je suis sous injection. Mais la pompe à insuline permet ça beaucoup plus facilement. D'accord. Okay. Donc, mais oui, tout à fait. C'est encore toi qui t'injectes Oui, moi, je suis sous stylo. Ok. Donc là, c'est pareil, c'est une histoire d'apprentissage. T'as appris. Tu faisais pas ça au départ, j'imagine. Non. Maintenant, tu sais. Au départ, je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit c'est tant d'insuline lente, tant d'insuline rapide, c'est tant de glucides par repas, et puis voilà. Comme j'ai dit, 10 ans après, 15 ans après, on sait faire. Il faut se faire confiance. Parce qu'en réalité, personne d'autre que nous n'a les sensations. Donc non, il faut se faire confiance. Et pourquoi tu dis on ne peut pas le dire, c'est mal vu ? Ah oui, parce que quand on va chez un médecin, chez l'endocrinologue ou autre, c'est l'impression personnelle que j'ai. Pour le coup, voilà. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est pour moi un moment de jugement. D'accord. Et encore trop peu un moment d'accompagnement. Je n'ai pas l'impression qu'on nous tende la main pour nous emmener dans le plus. On nous dit juste, je vous avais dit comment faire, pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Et en termes de santé, ça n'a pas d'impact ? Je veux dire, tu risques pas une hypo ou quelque chose en procédant comme ça ? Si. Ah ouais, voilà, donc il y a quand même un petit risque. Mais on risque l'hypoglycémie en rentrant dans les cases aussi. L'hypoglycémie, elle est omniprésente chez un diabète de type 1, comme l'hyperglycémie. C'est jamais linéaire. C'est jamais linéaire. Donc tu prends un peu plus de risques, c'est peut-être ça ? Tu prends un peu plus de risques en procédant comme ça que... Je pense pas avec les années, non. Ok. Mais par contre, oui, sur une découverte de diabète, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Il y a trop de mécanismes qu'on ne contrôle pas. Des mécanismes hormonaux, par exemple à la découverte du diabète, la fameuse lune de miel qui fait que l'on reproduit un peu d'insuline pendant quelques mois et donc qui fait que ça fausse tout ce que l'on a appris à l'hôpital avec les injections ou avec la pompe. Oui, ça rend les choses un peu plus dangereuses si on fait ça. C'est de l'apprentissage. Et effectivement, il faut trouver les bons professionnels de santé en qui on a confiance et avec qui on peut partager. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre.
Mais je pense que ça va aider, en tout cas, s'il y a des diètes qui écoutent, même potentiellement des diabétiques. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que, en tout cas, dans mon souvenir, c'est aussi perso. Dans les études, on a tendance à dire que le diabète, en tout cas type 1, ça modifie quand même vraiment profondément le quotidien. Ça, je pense que c'est une réalité. Mais bon, tu es en train quand même de dire, et je pense que ça peut être rassurant, qu'on peut mener une vie quand même plutôt ordinaire. On adapte la maladie à notre vie, pas l'inverse. On a toute une vie à vivre avec. Donc, on doit pouvoir la vivre, cette vie. Voilà. En tout cas, après plusieurs années d'apprentissage sur soi et tout ça. Ça demande de l'organisation, ça demande effectivement de l'anticipation. Tout à l'heure, tu disais, un repas entre amis, donc en amont, c'est effectivement le cas. Il y a des choses, parfois, on est un peu pris au dépourvu. Mais oui, ça demande beaucoup d'anticipation et de l'organisation. Mais une fois qu'on a ça, on peut tout faire. Et donc, dans le diabète de type 2, tu disais que c'était là qu'il fallait plutôt parler en quantité chez ces patients-là ? Oui. Parce que il y a un traitement qui est donné pour pouvoir gérer un certain mode de vie. Et là, pour le coup, j'ai l'expérience avec beaucoup de patients qui ont eu leur traitement. Tout se passait bien, une glycémie très stable, pas vraiment de perte de poids. Donc du coup, je les ai retrouvés moi en cabinet pour des pertes de poids. Et en perdant du poids et en mettant de nouvelles habitudes alimentaires, et du coup, le traitement ne correspondait plus du tout aux besoins. Donc c'est vraiment en fait un travail entre le médecin et le patient et nous pour pouvoir adapter au quotidien. Mais après, il n'a pas le droit de faire un jour comme avant, un jour comme après. C'est pas possible. Parce que le traitement, lui, il est stable. Et ça, on peut pas le modifier. C'est pour ça qu'il y a une difficulté dans la rigueur. Et c'est d'autant plus difficile qu'on a affaire à des gens qui ont déjà un certain âge et qui, du coup, ont vécu toute leur vie d'une manière et qui n'ont pas envie de changer. Là, on va déloger en fait des habitudes de 30 ans, 40 ans. Donc, c'est très compliqué. J'ai plus de facilité avec des trentenaires sur qui on a découvert des diabètes de type 2. Il n'y en avait pas beaucoup avant, maintenant on commence à en avoir. Où là, vraiment, ils ont peur. Ils disent, oulala, j'ai fait des bêtises. J'ai quand même encore beaucoup d'années devant moi. Et donc là, ils changent radicalement de vie. Et donc, là, il faut faire attention justement au traitement et bien travailler en collaboration avec les médecins. Et ça, c'est parfois un peu difficile. Est-ce qu'il y a des patients qui se disent finalement, j'ai un médicament maintenant, j'ai pas tant de choses à changer que ça, puisque j'ai un médicament qui va rééquilibrer tout ça ? Oui. Oui, beaucoup. Et ceux-là, on les embête pas. Déjà, on les voit pas en cabinet. Ouais, on les voit pas, c'est vrai. Donc, voilà. Et puis, même si on les voit en cabinet parce que, madame a dit que monsieur devait faire plus attention, donc elle l'a traîné au cabinet. En général, il se passe pas grand-chose en consultation et donc, on reste comme on est. Si l'hémoglobine glyquée est bonne, je vois pas l'intérêt d'aller embêter ces gens-là, même si on aimerait bien. On aimerait bien faire changer tout le monde, mais non, on peut pas le faire sans eux. Bon, on va aborder un autre thème, là, c'est le thème des sucres. Quand même, c'est important aussi. Et depuis quelques années, on a un florilège de nouveaux sucres, ou alors peut-être pas forcément de nouveaux sucres, mais en tout cas de sucres exotiques. Moi, je pense particulièrement au sucre de coco. Est-ce que c'est un sucre que tu conseilles à tes patients diabétiques ? Non. Ok. Pour quelle raison ? Parce qu'on nous l'a survendu, je trouve, en nous disant que c'était révolutionnaire, que l'index glycémique est tatati et tatata. Ouais, bon, ça reste un sucre. Ça reste un sucre et ça reste un sucre dont, en fait, on ne connaît pas vraiment toutes les propriétés suivant de là où il vient, de la marque que l'on prend, etc. Donc, oui, on nous a dit index glycémique 35. Oui, c'est pas pour autant qu'on va s'engaver. Hein. Ouais. Et alors, justement, je reviens là-dessus parce qu'on a fait un podcast avec Mirana, qui est diététicienne et pâtissière. Ouais. Et en fait, elle expliquait qu'il y avait... c'était une université en Australie qui finalement avait complètement revu l'index glycémique du sucre de coco et qui finalement n'était pas du tout à 35. Bon, ça reste à confirmer parce que c'est vrai qu'il y a des sources qui divergent, mais a priori qui n'étaient
plus aux alentours de 70, qui paraît un petit peu plus cohérent pour du sucre. C'est ça mon plus gros problème, c'est que j'ai cette forte impression que les études proviennent de personnes qui sont intéressées par la vente du sucre de coco. Donc non, c'est un sucre, ça reste pas miracle. Alors oui, c'est intéressant parce qu'il y a des minéraux qu'on n'a pas forcément dans du sucre blanc. Mais en toute petite quantité finalement. Exactement, ça donne un goût sympa. Ouais. Il faut pas l'oublier, mais c'est pas mieux qu'un autre sucre. Voilà, c'est vraiment à la limite ce sur quoi je vais me diriger quand j'ai vraiment des personnes qui ont une appétence particulière pour le sucre, le sirop d'agave. Ah oui. Qui pour le coup est assez intéressant au niveau de l'index glycémique, mais surtout au niveau du goût et qui a un pouvoir sucrant assez intéressant, donc du coup on en met moins. Un peu moins, ouais. Voilà. Ouais, et puis de toute façon, là pour le coup, il y a une quantité aussi, j'imagine. Enfin, ça reste un sucre. Ça reste un sucre, ouais. Ok. Et donc là, c'est pareil. Bon, je vais parler de mon expérience, mais comme je l'ai déjà dit 3 fois, mais on publie des recettes sur les réseaux. Donc, il y a des recettes parfois qui sont des pâtisseries, ce genre de choses. Et donc, effectivement, pendant un moment, j'utilisais du sucre. Je mettais du sucre de coco parce que, comme tout le monde, au départ, je me suis dit que c'était magique. J'étais hyper emballée, moi, quand j'ai découvert ça. Puis ensuite, je me suis dit, du sucre complet. C'est vrai que le sucre complet, le muscovado et tout ça... ça peut être sympa. Et l'expérience, les années faisant, je me dis quand même, c'est quand même cher pour peu de bénéfices. Et donc, c'est vrai que pendant un moment, je me suis plutôt, dans les recettes que je concevais, j'étais plutôt partie sur du sucre blanc très classique, en réduisant la quantité, forcément par rapport à la recette d'origine, en me disant, voilà, le sucre blanc, après tout... Comme tout est sucre, pourquoi ne pas utiliser du sucre blanc qui est plutôt bon marché, diminuer la quantité, vraiment insister sur le fait que ça reste une pâtisserie et qu'il ne faut pas en manger tous les jours ou à longueur de journée. Et voilà. Et en fait, on me tombe toujours dessus sur les réseaux en disant des recettes saines avec du sucre blanc. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. On peut pas être parfait partout. Et à un moment donné, du sucre, il y en a partout. Et il faut juste apprendre à vivre avec. Et tu as raison. On en met trop, mais il en faut. Mais oui. Peu. Et par contre, je trouve que le travail sur les farines est beaucoup plus intéressant que le travail sur le sucre. Et d'ailleurs, et là, je vais me faire pourrir... Dernièrement, je me suis rendu compte en faisant un atelier de lecture d'étiquettes avec des patients que des gâteaux type granola, BN, Prince ont changé leur farine. Et au niveau de la composition nutritionnelle, ça a juste tout changé. Oui. Et on se retrouve avec des trucs beaucoup plus intéressants que le fameux petit beurre que l'on a conseillé pendant des années en collation avec un fruit. Donc vraiment pour moi le travail des farines est beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel. Je pense qu'on peut dire merci au Nutri-Score pour ça. Oui, tout à fait. C'est un des avantages du Nutri-Score. Effectivement, et c'est vrai qu'ils font l'effort de mettre plutôt un blé complet, ce genre de choses. Ok. Mais donc, tu vois, dans la tête des gens, on va dire ordinaires, en tout cas tout public là sur les réseaux, vraiment l'association sucre blanc, c'est vraiment diabolisé au possible. Et tu ne peux pas faire une recette saine, même si finalement la quantité de sucre est divisée par 2. Oui. Avec du sucre blanc de base, quoi, qui est vraiment très bon marché. Et donc ça, c'est un peu un truc. Est-ce que tu as un avis sur les édulcorants ? En tout cas, toi, un avis, peut-être pas tu peux donner ton avis, pas de problème, mais en tout cas, un vrai truc, diabète, édulcorant, parce que les édulcorants étaient un peu créés pour les diabétiques au départ. Oui. Donc l'utilisation d'édulcorants, elle me dérange pas, mais je la conseille pas. Okay. Moi, en cabinet, quand j'ai un patient, s'il y a du sucre, il y a du sucre. Comme on l'a dit tout à l'heure, on apprend à vivre avec, on apprend à composer, on habille ces sucres pour les rendre potentiellement intéressants. Les édulcorants, ça peut être bien pour des personnes qui ont des addictions et pour lesquelles ça pose problème au niveau santé. C'est-à-dire que si la personne toute la journée mange du sucre, boit du sucre... au niveau du diabète, ça va pas, c'est pas possible. Donc l'édulcorant est une bonne alternative. Cependant, on travaille pas sur l'addiction parce que l'édulcorant va entretenir ça. Donc c'est bien dans certains cas, ça a ses limites,
Et au niveau de tout ce que l'on dit sur la dangerosité des édulcorants, c'est le cas, mais encore faut-il atteindre des limites qui sont énormes. Ouais. Donc voilà, à titre très personnel, j'ai utilisé des édulcorants à la découverte de mon diabète parce que on m'avait dit que c'était quand même vachement mieux de cuisiner avec des édulcorants. Aujourd'hui, je me rends compte que ça ne change rien du tout. Je ne grignote pas, je ne prends pas de sucre blanc. Oui, de temps en temps, je mange une petite pâtisserie, il y a du sucre, on l'a dit tout à l'heure, on fait en fonction d'eux et tout se passe bien. Ok, donc là, tu n'utilises plus d'édulcorants, toi, personnellement Plus du tout. Plus du tout. Plus du tout. Déjà, je trouve pas ça bon. Ouais, après, il y a une histoire personnelle de goût et je te rejoins, j'aime pas spécialement ça non plus. Voilà, ça, c'est plutôt perso. Il y a des gens qui vont adorer ou chez qui ça fera aucun effet du sucre ordinaire ou des édulcorants. Bon, Et puis, le travail des années, je trouve, avec un diabète de type 1, on a moins d'impétence pour le sucre. Donc, par exemple, moi, un dessert hyper sucré ne va pas me plaire du tout. Et ça, j'ai zéro problème avec ça, alors ce qui n'était pas forcément le cas au tout début, et encore que, non, je pense que j'ai jamais eu vraiment d'appétence pour le sucre. Mais vraiment, je pense qu'avec le diabète de type 1, le cerveau, il fait la relation entre le sucre, ce que ça provoque qui est foncièrement désagréable, et donc du coup, le fait d'éviter. Et donc, ça pose pas de problème en réalité de ne pas utiliser d'édulcorants, mais de ne pas utiliser de sucre non plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste que ta consommation de sucre a diminué. Tout à fait, tout à fait. Je vais préférer un dessert plutôt fruité que, par exemple, un dessert chocolaté et sucré à outrance. Mais bon, après, ça, c'est personnel, même si je pense que c'est quelque chose qui se reproduit, c'est la nature humaine, quoi. Là où ça fait mal, on n'y va plus. Ça, puis bon, les goûts évoluent aussi avec le temps et les années. Je pense que, effectivement, je te rejoins. C'est là où, peut-être en étant plus jeune, on se dit, le sucre, c'est excellent. Voilà, arriver à un stade où on s'est un peu déshabitué au goût du sucre avec le temps. On se dit, non, mais en fait, ça n'a pas le goût de ce que je voudrais que ça ait, quoi. C'est juste du sucre et on passe à côté. Le plus gros des problèmes, c'est pas sur les sucres simples, c'est surtout sur tous les sucres cachés. Là où les gens ne savent pas que l'on trouve du sucre. Et c'est plutôt là le problème que, effectivement, dans l'utilisation des sucres. Ok. Donc, quand même, pour quelqu'un diabétique qui a une grosse appétence pour le sucre, en règle générale, tu partirais quand même plus sur des édulcorants à ce moment-là pour lui, quoi. Oui. Surtout si c'est pris en dehors des repas. Ouais. Pendant les repas, c'est gérable. En dehors des repas, édulcorants. Parce que sinon, ça revient à devoir, alors si c'est des injections, se piquer à chaque fois que la personne mange. Donc ça veut dire que dans la journée, on passe de 4 injections classiques à 5, 6, 7 pour certains. À un moment donné, c'est là où on décroche au niveau de l'observance aussi des traitements. Donc effectivement, l'utilisation d'édulcorants, dans ce cas-là, ça peut quand même sauver. Bon, je pense qu'il faut qu'on aborde un sujet, on a commencé un petit peu, mais sur le comportement alimentaire, parce que ça c'est important. Tu l'as très bien décrit tout à l'heure, tu as dit que si on t'imposait une quantité de ceci ou de cela, tu pouvais te retrouver frustré, ce que je comprends parfaitement. Est-ce que chez les patients diabétiques, il y a des problèmes de comportement alimentaire ? Énormément. Il y a énormément de troubles du comportement alimentaire. Même des troubles alors, on parle vraiment des TCA diagnostiqués. Oui. Pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, il y a toute cette notion de contrôle tout le temps et qui est inculquée très jeune parce que souvent les diabètes, on les découvre entre 0 et 7, 8 ans. Donc, du coup, avant l'adolescence, la préadolescence, c'est quand même un moment un peu critique. Donc, on demande à ces personnes de surcontrôler leur vie. Donc, à un moment donné, oui, le surcontrôle, forcément. Voilà. Et donc, on développe des troubles. Et en plus, on donne des outils à ces personnes-là pour maîtriser. Donc, on se retrouve avec des hyperphagies, souvent, avec de l'anorexie et avec l'utilisation de l'insuline pour pouvoir perdre du poids, ou non. On leur donne tous les outils pour développer ce genre de troubles. Donc effectivement, ça c'est vraiment un gros point et auquel on devrait porter beaucoup d'attention, que ce soit la santé mentale du patient, pour justement éviter de tomber là-dedans. Toi, t'as pu rencontrer ça déjà, des patients diabétiques avec un TCA Oui. À l'époque,
Avec des amis diètes, on avait même développé un support justement pour pouvoir identifier. Donc à l'époque, il y avait des carnets à glycémie. Là, j'ai l'impression de parler comme un dinosaure. Il n'y a plus. Aujourd'hui, pour en trouver en pharmacie, des fois, on doit faire des pieds et des mains et il n'y a plus de support papier. Parce que les gens font dans une appli. Et c'est ça, exactement. Mais à l'époque, il y avait des carnets à glycémie et donc du coup, on avait associé ce fameux carnet à glycémie qui était obligatoire de remplir parce que c'était le seul suivi en réalité pour les diabétos, pour le médecin, etc. Avec un travail sur les sensations alimentaires, sur la sensibilité, l'émotion, etc., créée par l'alimentation, pour travailler sur les troubles du comportement alimentaire avec les diabètes de type 1. Là, tu conseilles une prise en charge avec un psy, alors dans ces cas-là? Oui. Direct, ça. Pour moi, toutes les maladies chroniques devraient y avoir accès. C'est trop important. Même s'il y a des moments où tout va bien et où tout roule, il y a toujours des baisses de morale et les médecins n'ont pas forcément le temps d'y prêter attention. Il n'y a pas forcément quelqu'un pour y prêter attention. Et puis, les personnes qui sont autour, les aidants, ne peuvent pas se mettre à la place du patient. Donc, je crois que parfois, il faut un relais pour motiver, coacher, déculpabiliser. Et donc, de temps en temps, ça fait du bien, je pense. Bon, on va y aller aussi sur ce sujet. C'est un peu touchy, encore que. Il y a une grande vague depuis aussi quelques mois. C'est la fameuse personne qui a créé le livre, là, Glucose Goddess, qui donne des conseils sur les réseaux aussi, qui parle vraiment de la glycémie, qui en parle énormément, qui n'est pas spécialement diabétique, et qui conseille l'utilisation d'un capteur à glycémie. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça ? Alors moi, en consultation, j'utilise beaucoup les principes de régulation de la glycémie pour tout ce qui est régulation du poids, gestion du poids. C'est très intéressant. Par contre, l'utilisation d'un capteur de glycémie, je trouve ça aberrant pour plusieurs raisons. La première étant qu'on a une personne qui va très bien en face de nous. Pourquoi est-ce qu'on va lui imposer d'aller régler sa vie comme quelqu'un de malade ? Je vois pas l'intérêt. La deuxième raison pour laquelle je suis pas du tout d'accord avec ça, c'est que c'est un dispositif médical pour des gens malades qui en ont besoin. On a eu des mois et des mois de pénurie parce qu'on a préféré vendre des capteurs à des personnes qui payaient que de donner des capteurs à des personnes qui étaient remboursées par la sécurité sociale. Donc ça me met profondément en rogne parce qu'on fait ça pour rien. On fait ça pour rien. Ouais, pour un petit intérêt financier. Exactement. Et d'autant plus qu'une personne, si tous les mécanismes fonctionnent dans son corps, sur un capteur de glycémie, la glycémie sera toujours bonne, puisqu'elle a mis en route tous les mécanismes qu'il fallait pour pouvoir la réguler. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à poser un capteur qui vaut un certain prix, en plus, pour voir que la glycémie est parfaite. Ça vaut combien un capteur, tu sais ? 90 €. Alors, je pense que le prix a dû baisser depuis, puisque j'ai entendu parler d'un vétérinaire qui vendait ces mêmes capteurs de la même marque à 45 € le capteur. Donc, je pense que... Pour son chat, alors. Pour son chat, tout à fait, son chat diabétique. Mais en tout cas, à l'époque où il y avait les pénuries, c'était 90 € le capteur. Okay. Et donc, pour ce qui est mis en avant, c'est qu'on observe des pics de glycémie à certains moments, etc. Et qu'il y a tout un tas de choses à mettre en pratique pour éviter ces pics de glycémie. Mais encore une fois, est-ce qu'un pic de glycémie chez une personne en bonne santé, est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave déjà, d'une. Et de deux, tous les conseils qu'on peut leur donner pour éviter les pics de glycémie, moi je suis OK avec ça. Parce qu'effectivement, éviter un pic de glycémie, c'est éviter un pic de production d'insuline. Donc, c'est intéressant pour le maintien du poids, mais c'est aussi intéressant dans la prévention du diabète. Donc ça, je suis totalement OK avec ça. Mais s'il y a un pic de glycémie, c'est pas grave. Donc, collons aux recommandations du PNNS pour une fois. Allons-y, ils sont très bonnes, ces recommandations. On nous demande de favoriser la consommation de produits beaucoup plus riches en fibres, etc., qui collent en fait avec tout ça. Pas besoin d'aller plus loin. C'est vrai que dans ces recommandations, finalement, si je résume un peu, c'est manger des protéines le matin,
ce qui a du sens, c'est d'ajouter des légumes dans son assiette. Bon, après, il y a un certain ordre dans lequel il faut le manger, mais bon, j'imagine qu'à partir du moment où on met les légumes, voilà, ça peut suffire. De pratiquer une activité sportive ou physique. Ouais. Mais effectivement, on est peut-être passé dans un... En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les recommandations, elles sont bonnes. La manière dont elles sont exécutées, c'est trop extrémiste. Il y a un juste milieu. Surtout quand on ne s'adresse pas à des personnes diabétiques, en fait. Tout à fait. Et puis, le mal que l'on peut faire mentalement à ces personnes, je pense que toi comme moi, en consultation, on a une personne au moins sur 3 qui revient de des années et des années de régime, de privation, d'aller-retour entre le plus et le moins. Et mentalement, c'est des personnes désespérées. Ouais. Moi, je veux pas créer ce genre de personnes. Non, c'est clair. Qu'est-ce que tu utilises comme outil dans tes consultes pour tes patients diabétiques, toi ? Tu disais tout à l'heure que, juste avant, tu disais que tu utilisais des supports. Tu as des supports précis ? Alors, j'ai des supports, souvent que je crée. Quand même, ouais. Suivant les personnes que j'ai en face de moi et de l'intérêt qu'elles portent, j'utilise ou non. Avec les enfants, on joue beaucoup aux cartes. J'utilise aussi, avec les enfants, le fait de jouer à des jeux simples, par exemple le puissance 4, où il n'y a pas besoin forcément de réfléchir plus que ça. Et ça ouvre la discussion et on découvre plein de choses. Donc tu joues avec eux puissance 4, donc rien à voir avec... Et on discute. On discute. Et du coup, je connais toute leur vie. et c'est beaucoup plus facile. Ah ouais, c'est une manière d'entrer en relation avec eux, en fait. Tout à fait. Plutôt que d'être chacun sur un côté du bureau à lui poser des questions. Exactement. J'utilise aussi avec les adultes une espèce de roue de la vie où je leur demande de quantifier là où ils se trouvent et là où ils aimeraient être à la fin sur plusieurs items, et je laisse des items libres parce que parfois on a des projets personnels. Et donc ça, dans les découvertes de diabète, c'est hyper intéressant parce que les gens ont parfois l'impression que la vie s'arrête. J'ai du diabète, donc je ne pourrais pas faire telle ou telle chose que j'avais prévue. C'est faux. Et donc du coup, ça, j'aime bien accompagner là-dedans. Leur faire se rendre compte du chemin parcouru. Ok. Et donc sinon, c'est toi qui crée tes supports ? Oui. Ok. Et est-ce que tu as des trucs existants autres ? Oui. Je vais faire de la pub, là. Écoute. Il y a 2 filles, je les connais pas personnellement du tout, hein, mais ça fait des années que je les suis parce qu'à l'époque, elles faisaient des fiches de révision pour le BTS Diète. Et elles sont diabétiques, ce sont 2 jumelles. Et elles ont une plateforme d'aide pour le diabète. Et je trouve ça génial. C'est du pratico-pratique. Alors, elles se font un peu taper sur les doigts quand, je sais pas, elles changent leur pompe à insuline dans des gares, etc. Qu'on leur dit c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. La température de l'insuline. Non, c'est du pratico-pratique, c'est comme ça la vie. Donc, si en tant que professionnel de santé, on n'est pas capable d'accepter ce genre de choses, ben, on peut pas aider les gens et les accompagner. Tu peux donner leur nom, hein. Anne et Élise de Diabète. D'accord. Elles sont, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elles transmettent, leurs vidéos et tout. On a beaucoup de choses à apprendre. Donc, plus sur les réseaux, alors ? Oui. Elles partagent... Oui, elles sont sur les réseaux, tout à fait. Et elles créent des supports qu'on peut acheter ? Alors, elles ont des fiches, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a des choses en libre service. Okay. Et puis, toutes leurs vidéos explicatives du matériel, etc., tout est sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment des choses que je conseille souvent. Ok, donc Diabète, c'est ça ? Oui, c'est ça. Avec AIDE au bout ? Oui. Ok, donc ça, tu conseilles pour tes patients d'aller regarder Oui. D'accord. Ok. Il y a autre chose qui te vient comme ça dans les supports Alors après, il y a des applis. Des applis où on remplit... non, on ne remplit plus. Mais avec les capteurs... sont couplés à certaines applis, on peut les coupler à certaines applis qui vont faire des graphiques de suivi glycémique, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est surtout après pour la communication avec les professionnels de santé. Ça permet vraiment d'avoir un lien et de nous enlever ce poids en fait mental qui est de récupérer toutes les informations pour pouvoir les transmettre. Là, il y a quelqu'un qui fait pour nous. Donc ça, il faut pas se gêner. Toutes les applis se valent.
Moi, j'aime bien, voilà, il faut trouver celle qui nous plaît un peu le plus. Alors, des fois, j'ai des enfants qui me disent « Ah, celle-là, elle est violette, j'aime bien. » Donc, il faut trouver son petit truc à soi. Et toi, c'est laquelle que tu utilises? Alors, moi, j'utilise celle qui est couplée, du coup, à mon capteur, qui est le Dexcom, qui me convient très bien. D'accord. Est-ce que pour tes patients, tu demandes des prises de sang, toi? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu demandes alors sur la prise de sang? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais, alors je fais pas forcément de demande parce que je trouve ça un peu malvenu de faire une liste que le patient va transmettre à son médecin pour avoir l'ordonnance. Cependant, j'oriente un petit peu. T'as peur que le médecin le prenne mal? Oui. Ah, c'est ça, ok, ouais. Oui. Mais j'aime bien avoir sur une prise de sang déjà la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée. On a parlé OMA, voilà, tout à fait. Et tout ce qui est aussi DFG pour les reins. Ouais. Parce que ça, c'est un gros point de prévention et de surveillance. Et tout ce qui est cholestérol et puis la vie hépatique. Parce que on sait quand même que souvent dans le diabète de type 2, même dans le diabète de type 1, ce sont des métabolismes qui sont très liés. Donc, qu'on vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie non plus. Et puis, que nous, on peut corriger aussi au niveau alimentaire. Ça apporte toujours plus de confort. Donc ça, j'aime bien avoir ça sur la prise de sang. Ok. Et tu demandes une prise de sang tous les 3 mois, tous les 6 mois, une fois par an? Alors, dans un diabète de type 1, tous les 6 mois, c'est pas mal. Okay. Alors, pas forcément la méga prise de sang, voilà, mais avoir un point tous les 6 mois, c'est hyper intéressant. Sur des diabètes de type 2 qui sont assez stables, tous les ans, c'est parfait. Après, c'est vrai que quand on met en place le traitement, en général, les médecins, ils mettent tous les 3 mois et c'est très confortable. Comment tu fais quand tu as un patient diabétique qui est ce qu'on appelle craquage, ce genre de choses, ou qui fait beaucoup de grignotage entre les repas? Comment tu arrives à gérer ça? Alors, déjà, on identifie pourquoi le grignotage. Parce que ça peut être plein de raisons possibles. Déjà, émotionnel. Tout le monde est soumis au grignotage émotionnel. On a un petit stress, bon, on mange, ok. Ça, c'est une première chose. C'est assez difficile à gérer, le craquage émotionnel. Et là, pour le coup, la collaboration avec des hypnothérapeutes, des psychologues, etc., ça peut être hyper intéressant. Ça peut être aussi des craquages liés aux hormones. Un déficit en certaines hormones, par exemple la sérotonine, qui peut entraîner justement des addictions, dont celle au sucre, mais ça pourrait être aussi la cigarette ou le jeu. Donc pareil, ça, il faut identifier pour pouvoir accompagner au mieux la personne. Dans ce cas-là, moi j'aime bien utiliser un peu de micronutrition. Ça fait pas de miracle, mais c'est une belle béquille. Et puis, du coup, le patient, il se sent aussi accompagné, donc ça a plutôt des effets positifs. Okay. Déjà, je le déculpabilise. Un craquage de temps en temps, c'est pas grave. On se fait plaisir. De demain, ça ira mieux. Après, si c'est tous les jours, déjà, je vérifie que dans les assiettes, il y a assez à manger. Bah oui. Être sûr que la personne n'a pas faim, tout simplement. Et puis après, voilà, on met en place avec d'autres professionnels de santé s'il y a besoin. Effectivement, ça, c'est un truc qu'on remarque. Les grignotages, les craquages, souvent, les gens ne mangent pas du tout assez... ou justement dans les bonnes proportions le midi. Et ils ont faim à 17h et ils se retiennent. Et à 18h, on ouvre les placards et on mange tout ce qui va passer. Ils ont peur de mal faire pendant le repas. Ouais. Et puis au final, c'est derrière que ça se passe mal. Donc parfois, en remettant un peu d'ordre, on arrive à limiter les craquages. Tu collabores avec d'autres professionnels, toi ? Oui. Avec pas mal de monde parce que déjà, mes lieux d'exercice s'y prêtent. Je suis dans une maison de santé. Donc, j'ai pas mal de médecins, sages-femmes, et je partage mon bureau avec une psychologue spécialisée dans la relation avec l'alimentation. Oh, génial! Donc ça, c'est juste le partenariat de rêve, oui. Ce qui nous mène vraiment à des prises en charge assez globales et qui sont intéressantes. Et ensuite, sur mon autre lieu de travail, j'ai beaucoup de kinés. Et ça, c'est pareil, c'est intéressant. Parce que dans le diabète, on en parle, mais pas forcément assez, mais la remise en marche, en mouvement du corps, c'est juste indispensable. Donc ça, pour le coup, il s'en occupe pour qu'il le fasse aussi de manière safe, pour vraiment qu'il n'y ait pas de blessures, etc. Parce que parfois, on a affaire à des gens qui n'ont pas bougé depuis beaucoup trop longtemps. Et avec des poids aussi qui posent question, quoi. Ouais, tu as répondu à la question que j'allais te poser ensuite sur la place de l'activité physique dans la maladie. Et donc,
pense que tu as dit le mot qu'il faut, indispensable. Déjà, ça permet une régulation du poids. Donc, qui dit régulation du poids, dit régulation de la glycémie derrière, parce que c'est quand même très lié. D'ailleurs, aujourd'hui, là, c'est pareil, je vais me faire disputer. L'IMC, c'est génial, mais on ne fait plus trop. On mesure surtout le tour de taille et la graisse viscérale qui augmente en fait. Plus il y en a et plus on augmente le risque de maladie métabolique, dont le diabète. Et donc, plus on la diminue et plus on améliore en réalité les fonctions vitales, dont les fonctions pancréatiques. Donc, ça, c'est hyper important pour ça déjà, le sport. Et ensuite, même sur un diabétique de type 1, qui sont en général pas en surpoids, c'est souvent des personnes plutôt minces, mais il faut le dire, quand on active le muscle, l'insuline injectée fonctionne beaucoup mieux. Et donc du coup, on évite des pics de glycémie qui n'ont pas lieu d'être en activant tout simplement son corps après avoir fait une injection. Ok, donc si tu veux faire du sport, tu fais une injection ? Non, tu n'en fais pas. Voilà, ça par contre, ça. Voilà. Ouais. Le sport, ça fait diminuer la glycémie, donc ça, on fait attention. Mais par exemple, admettons, je vais manger, je me pique dans la cuisse, et je sais que mon insuline va être beaucoup plus efficace si je vais marcher 5-10 minutes. Après le repas ? Après ou avant, voilà. Okay. Ça active en fait un peu plus rapidement l'insuline injectée. Donc c'est plutôt intéressant. Parce qu'il y a des personnes, puis suivant ce que l'on mange aussi, qui ont des pics très intenses pendant les repas. Donc c'est un petit truc en plus parfois d'aller activer la zone où on a piqué. Ok. Après, je dis pas que quand on est le soir chez soi dans son canapé, faut aller marcher. Non, on fait dans la mesure du possible. Mais c'est efficace. Donc la remise en activité est très importante. Ok. Et est-ce qu'il y a un sport particulièrement plus intéressant qu'un autre ? Le sport qui nous fait pas mal et le sport qui nous fait plaisir. Le but étant d'y aller le plus régulièrement possible. Donc si ça nous fait pas plaisir, à un moment donné, on va lâcher. C'est comme tout à l'heure, on parlait des craquages, c'est pareil. Donc, ce qui nous fait plaisir. Ok. Ça, c'est vraiment les recommandations qu'on donne aux patients lambda. C'est vrai qu'on est plus dans cette dimension de plaisir, même si c'est pas le sport qui brûle le plus de calories à l'heure. Mais la marche, ça fonctionne. Enfin, il n'y a pas besoin de faire des folies de son corps non plus. Ok. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas de patient diabétique que tu as eu, qui t'a plus marqué c'est beaucoup de diététiciens qui nous écoutent, donc, ou un cas qui pourrait être utile aussi pour eux ? Alors, j'ai des cas un peu plus émotionnels avec qui j'ai eu des relations un peu, Puis il y en a des autres un peu plus techniques. Mais il y a ce jeune homme qui était venu me voir pour faire, les bilans préopératoires pour les sleeves. Ok. Et qui avait un diabète. De quel type alors ? Type 2. Type 2, ok. Mais il avait 23 ans. Donc là, c'était... Il était un peu désespéré, mais du poids à perdre. Donc, première chose, la sleeve. Il voulait sa sleeve absolument. Mais il n'y a personne qui lui a dit qu'en perdant du poids, potentiellement, son fameux diabète de type 2 provoqué, pour le coup, par ce surpoids, allait certainement disparaître. Ou du moins s'effacer et qu'il n'y aurait certainement plus de traitement. Et je l'ai revu quelques mois après, l'émotion qu'il avait de me dire « mais je suis sauvée, il n'y a plus rien ». Ça m'a vraiment touchée. C'était vraiment... Il s'est fait opérer, il a perdu du poids. On a rééquilibré au niveau alimentaire, au niveau de l'hygiène de vie tout court. Donc il est venu te voir une fois avant l'opération. Et ensuite, je l'ai suivi tous les mois. Ah ouais, ok. Et au bout de 7 mois, 6-7 mois, plus rien. Tout était redevenu tout à fait normal. Plus de traitement, plus rien. Donc ça, j'étais très, très, très heureuse. Et c'est quelqu'un que tu vois encore, ou tu as encore des nouvelles ? Non. C'était il y a 3 ans. Ok. Donc ça remonte un petit peu, donc j'ai plus du tout de nouvelles de cette personne. Mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que c'est rare qu'on puisse dire à une personne, ça y est, c'est fini. On le fait pas souvent, ça. Ok. Trop bien. Ok.
Où est-ce que tu te documentes, toi, pour rester bien à jour dans tes connaissances? Aujourd'hui, on a quand même... on va plus à la bibliothèque et on sort plus les livres. On a full de choses sur Internet. Le plus difficile étant de savoir si ce sont des sources... Et donc, fiable du coup, on recoupe. Mais comme tout le monde, Internet. Et tu as des sites prédilection? Pas du tout. Alors, du français, oui, mais beaucoup de canadiens. Ah oui, ok. Les sites canadiens, je trouve que, en tout cas, pour tout ce qui est avancé, recherche sur les soins et même le matériel, on y apprend beaucoup de choses. Ensuite, j'ai eu la chance du coup de travailler pas mal de temps en pharmacie, donc j'étais au contact des labos. Et pareil, au niveau de tout ce qui est confort de vie, matériel, etc., on pose des questions et on a toutes les réponses que l'on veut, on apprend énormément de choses aussi. Okay. Et puis après, je me gêne pas, je rentabilise mes consultations chez l'endocrino et je pose beaucoup de questions aussi. Comme ça, je vais... droit au but, à la source. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Par contre, si j'ai un conseil à donner, je m'abonne à beaucoup de pages sur Instagram de gens qui partagent leur quotidien de malade, alors que ce soit sur le diabète, mais aussi sur toute autre maladie, les troubles du comportement alimentaire, maladie de Crohn, etc. Et en fait, j'apprends du quotidien des gens. J'apprends de leur façon de penser, de vivre les choses, des événements, des épreuves par lesquelles ils passent. Et ça change tout en fait dans la prise en charge et dans les discussions que tu peux avoir avec les gens. C'est très intéressant de faire pratique finalement. Augmenter l'empathie et la sensibilité que l'on a pour pouvoir vraiment accrocher les gens et les tenir jusqu'au bout pour les accompagner. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et pour le coup, j'ai fait face au corps médical plus d'une fois, on en a parlé. Il y a des choses qui sont dures, qui sont dites, c'est pas beau. Ouais, là, c'est ton petit côté à toi, de ton vécu, de ton expérience perso, et qui t'amène aussi à te dire, mince, j'aurais aimé peut-être qu'on me traite avec plus d'empathie à certains moments. Exactement. Et vraiment, aujourd'hui, on a Instagram, Snapchat, on rentre dans l'intimité des gens. Il ne faut pas faire que du voyeurisme, autant nous en nourrir. Donc, oui, il faut prendre ce qu'on peut trouver d'utile. Exactement. Pour les diètes qui écoutent, est-ce que tu as des livres ou tu as des formations ou tu as des choses? Imagine un diète qui écoute et qui veut se spécialiser un peu. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Parce que le BTS ne va pas suffire. Non, effectivement, pour moi, le BTS ne suffit pas. J'aurais pas de choses très précises à donner parce que moi, j'ai appris de moi. Mais je sais qu'il y a des DU. Il y a énormément de DU. Et ça, c'est vraiment... alors, on pense souvent DU de l'obésité, DU des troubles du comportement alimentaire. Mais il y a un vrai truc sur le diabète et ça manque énormément. Les gens sont en demande. Donc, formons-nous de manière, entre guillemets, légale. Mettons un cadre. Parce que là, on traite des gens malades. Donc, ça, c'est vraiment important. Ah oui. Et puis, peut-être profiter du podcast pour rappeler aux patients, peut-être qui vont écouter, que quand on est diabétique, on choisit précautionneusement son professionnel de santé et qu'on choisit un professionnel de santé qui est formé, qui est compétent, qui a un diplôme. Tout à fait. Parce que ça, c'est vrai qu'on peut le voir dans les pubs parfois de gens qui n'ont pas de diplôme spécifiquement et qui disent réduction du diabète. Et là, un petit peu, il n'y a pas de baguette magique. Donc, il faut aller voir des gens compétents. On va voir un médecin pour se soigner, un endocrinologue quand on a un diabète. Et d'ailleurs, ça, c'est important aussi. Même avec un diabète de type 2, de faire un point avec un endocrino, c'est vraiment important. Parce que parfois, il y a des choses qui passent à la trappe. Le médecin généraliste, il peut pas être sur tous les fronts. Et donc, il faut prendre son courage à deux mains. Même s'il y a 6 mois, 1 an d'attente, on prend le rendez-vous, on fait le point. On n'y va pas tous les 4 matins chez l'endocrino. Mais allez-y au moins une fois, quoi. C'est vraiment ça, je me tue à le répéter à mes patients. Mais c'est bien de faire passer le message. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui te tient à cœur et dont tu voudrais parler? Oui. Allez. Vas-y. Comme dans toute maladie,
on parle aux patients, mais il faut pas oublier les gens autour. L'entourage de la personne. Ouais. Alors, le diabète de type 2, bon, on se dit, c'est bon, il prend son petit médicament et puis on n'en parle plus. Bah non, parce que il faut aussi prendre en compte qu'il y a des vraies modifications au niveau des humeurs, de la fatigue, etc. Et que souvent, ce sont les gens autour qui subissent. Et donc, parfois, en consultation, ça vaut le coup d'avoir l'aidant ou la personne qui vit avec pour pouvoir faire passer certains messages et puis du coup lui donner aussi des clés pour pouvoir mieux accompagner. Et c'est d'autant plus vrai dans le diabète de type 1 parce que là on a affaire à des parents qui souvent doivent gérer leurs enfants et donc du coup c'est vraiment important pour moi dans la prise en charge de prendre en compte la globalité de la vie de la personne et des gens qui l'entourent. Ok, donc tu peux très bien demander à un patient de venir avec son compagnon, sa compagne, ses parents, enfin en fonction de l'âge. Oui, et quand j'en parle, souvent c'est un vrai soulagement de la personne qui me dit « mais merci ». Parce que, ou même parfois, ça m'est déjà arrivé de donner de la documentation à l'école pour des enfants. Là, c'est pareil, ils se retrouvent un peu jetés dans la gueule du loup et puis pas trop de monde pour les comprendre. De temps en temps, on a une super équipe et c'est génial. Puis de temps en temps, ça fait du bien aussi d'avoir des soutiens à l'extérieur et de pouvoir fournir en fait des supports, nous en tant que professionnels, pour les lieux d'accueil de l'enfant. Ok. Et les supports, c'est des supports que tu trouves quelque part, qu'on peut Alors oui, avoir ? Déjà, il y a des supports fournis par les hôpitaux. Donc ça, c'est important. Il y a des recommandations qui sont faites par l'HAS avec des fiches qui existent. Alors, je n'ai pas sorti les fiches de l'HAS parce que ça peut être parfaitement imbuvable pour le commun des mortels. Mais par contre, c'est bien ces informations-là que j'ai refait sur des supports un peu plus fun. Que tu as réadapté. Ok. Tout à fait. C'est très clair, le message est passé, je pense. Bon, où est-ce qu'on peut te trouver, Marine ? Est-ce que sur les réseaux, ton cabinet ? Alors oui, sur les réseaux un petit peu, c'est un peu balbutiant pour le moment. Et puis du coup, j'ai 2 sites de lieux d'accueil dans le 95. Donc un à Groslay dans une maison de santé et un à Daumont dans un centre de kiné. Donc c'est là où vous pouvez me trouver principalement. Il y a aussi des visios disponibles. Donc même parce que je sais que parfois c'est difficile de trouver des professionnels spécialisés sur un sujet et donc la visio ça sauve des vies maintenant. Donc ça y a pas de souci sur Doctolib. Doctolib. Donc en tapant ton prénom, mon prénom, on mettra ça du coup. On trouve tout. En lien. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on a abordé pas mal de choses et que les gens qui vont écouter vont y voir plus clair après l'épisode, donc c'est le principal. Ça me fait très plaisir. C'est la première fois que je parle de tout ça. C'est vrai ? Ouais. Ah écoute, super. Merci beaucoup.